Bonjour à tous, c'est Théo Weather et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi les animaux ne parlent-ils pas? En voilà une question très intéressante à laquelle on va répondre aujourd'hui. Les animaux ne communiquent pas de la même façon que nous, c'est un fait. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons pour expliquer cela. Des raisons physiologiques relatives à l'appareil phonatoire des animaux et des raisons cognitives. Oui, malgré tous les progrès de la chirurgie, greffer des cordes vocales à un animal ne pourra pas lui permettre de parler. On peut distinguer deux manières de produire du son chez les animaux. La première, à l'aide de l'appareil phonatoire, qu'il soit plus ou moins développé et complexe comme chez l'homme, les autres mammifères et les oiseaux. La deuxième englobe tous les animaux produisant les sons que l'on leur attribue grâce à leurs membres externes, en particularité chez les insectes. On appelle plus communément ces bruits des champs produits par le frottement de leurs ailes l'une contre l'autre, comme chez les grillons ou le frottement avec l'air, tel le zizinement des moustiques. Ils n'ont pas d'appareil phonatoire, ce qui explique simplement leur incapacité à parler, mais ils n'en sont pas pour autant dans l'impossibilité de communiquer. Entre congénères, ils transmettent des messages de trois manières. Un, avec l'odeur, avec des phéromones, c'est-à-dire un signal chimique. 2, avec le son, grâce à leur chant, comme le cri-cri saccadé des criquets ou le chant des cigales. Et enfin 3, avec la vue au moyen de signaux visuels, comme les éclairs lumineux des lucioles ou les danses des abeilles. Mais revenons-en aux mammifères. Comme nous l'avons expliqué dans la première partie, la voix de l'homme est produite grâce à une multitude de petits paramètres relatifs au placement et au mouvement des organes de son appareil phonatoire. Pourtant, tous les mammifères et les oiseaux produisent des sons grâce à leur appareil vocal, allant du cri du gibbon au couinement de la souris, en passant par le croassement du corbeau. Alors, pourquoi ne peuvent-ils pas parler comme l'être humain? Prenons le cas du chimpanzé. Ce primate de la famille des hominidés partage avec l'homme pas moins de 99% de son patrimoine génétique. Et pourtant, ce petit pourcent reste en nous, démarque grandement et fait du chimpanzé un être incapable d'utiliser le langage articulé. Son appareil phonatoire est complet, mais pourtant il reste muet, et il y a plusieurs explications à cela. La première explication, leur larynx est mal placé. Cet organe creux, formé par la réunion de plusieurs cartilages mobiles, est l'élément le plus important de l'appareil phonatoire. C'est là que naît le son. Ces replis forment les cordes vocales qui, en se contractant ou en se détendant, font varier le son produit par leurs vibrations ensuite amplifiées dans le larynx. Chez le chimpanzé, le larynx est placé trop haut. Ce petit décalage empêche donc à la bonne articulation car elle diminue la taille de la cavité pharyngée. Deuxième explication, leur pharynx n'est pas assez volumineux. Comme je viens de vous le dire, le larynx placé trop haut diminue la taille de la cavité pharyngée, lieu stratégique de la modulation de la voix. C'est là que le son produit par la vibration des cordes vocales prend en amplitude et en contraste en fonction de la position des différentes parties du pharynx. Chez notre lointain cousin, le larynx débouche directement au niveau de la cavité nasale, très près de la langue, ce qui rend la cavité pharyngée trop petite. Le son n'a donc pas le temps d'être modulé. Mais ce phénomène est aussi visible chez les bébés. Jusqu'à l'âge d'environ 2 ans, le larynx des nouveau-nés est en position haute, puis celui-ci descend progressivement pour se retrouver dans sa position définitive plus basse. Cette transformation est un exemple parfait de l'évolution de l'homme. Elle s'est produite sans doute sous l'effet de la bipédie. Les hommes se redressèrent, ce qui provoqua au fil de l'évolution l'abaissement du larynx. Les scientifiques ne savent pas exactement quel est le premier hominidé à avoir parlé, mais certains pensent qu'Homo erectus possédait déjà un langage articulé élaboré, de même que l'homme de Néandertal.
Des expériences ont montré que les chimpanzés étaient capables de converser avec l'homme au moyen de langage des signes ou de lexigrammes. Certains peuvent en mémoriser jusqu'à 250. On pourrait donc en conclure que la barrière linguistique entre l'homme et le singe n'est qu'une barrière physique. Cependant, des recherches effectuées récemment par une équipe française portent à croire que la petitesse du pharynx du chimpanzé pourrait être largement compensée par des mouvements de langue et de lèvres. L'incapacité du chimpanzé à acquérir un langage articulé serait donc principalement cognitive. Au fil des années, les scientifiques découvrent les capacités cognitives des animaux, en particulier chez les grands primates comme le chimpanzé et chez les oiseaux comme le perroquet et le corbeau. Cependant, même si certaines espèces présentent de grandes capacités d'apprentissage, la majorité du règne animal est bien loin de posséder notre cerveau, propre à notre faculté de parler un langage oral, articulé et organisé. Une grande partie des animaux n'ont pas la conscience d'eux-mêmes, leur imagination n'est pas développée et ils ne possèdent pas une réelle curiosité intellectuelle. Leur monde se réduit à leur habitat et à leur habitude de vie. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas concevoir le fait de parler, de donner un sens à un son, en faisant un mot. Ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils sont incapables de concevoir. Même les espèces possédant un QI bien supérieur aux autres êtres vivants sont bloquées car possédant un cerveau incomplet. Pour pouvoir parler, deux zones du cerveau humain sont indispensables, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, située dans la grande majorité des cas dans l'hémisphère gauche du cerveau. Ce sont elles qui gèrent le traitement du langage, la compréhension et la production. L'aire de Wernicke est une zone de l'écorce cérébrale se situant dans la partie postérieure de la première circonvolution frontale ascendante. Son rôle est celui d'associateur. C'est elle qui est chargée de donner à un mot entendu ou lu son sens. C'est un centre de stockage. Elle interprète les messages nerveux qui lui parviennent de la rétine et de l'oreille et les associe à leur signification. C'est pour cela que lorsque nous entendons un mot connu de notre langage, celui-ci perd tout de suite un sens pour nous, mais qu'un mot étranger nous est incompréhensible. Les lésions de l'aire de Wernicke, appelées aphasie de Wernicke, du nom du neurologue l'ayant découvert, provoquent un déficit de compréhension du langage écrit et oral. L'individu atteint par la maladie n'est pas sourd, mais il n'arrive pas à donner de sens à ce qu'il entend et lit. Quant à elle, l'aire de Broca est une autre zone de l'écorce cérébrale, se situant dans la partie inférieure de la troisième circonvolution frontale ascendante. Sa fonction est de permettre l'expression du langage par la parole, en contact avec le cortex moteur qui commande la mobilisation des organes phonatoires, la bouche, la langue, le larynx. Elle crée et active le programme moteur relatif à la production de chaque mot, permettant ainsi à la coordination entre tous les éléments anatomiques de la voix. Lorsque cette aire est détériorée par des lésions, le patient présente une aphasie dite de Broca. Cette pathologie entraîne une difficulté à formuler oralement ses idées, des bilans, articulations difficiles, alors qu'elles sont intactes dans l'esprit. À ce moment, l'aire de Broca ne relie pas les mots au bon programme du mouvement. Par exemple, au lieu de dire le chat court, il sera dit chat courir. Cette lésion peut à certains moments provoquer un mutisme. Les cerveaux des animaux ne possèdent pas d'aire de Broca et de Wernicke ou celles-ci ne sont pas assez développées. Pour reprendre le cas du chimpanzé, celui-ci dispose de ces deux aires mais elles ne sont pas assez importantes pour remplir correctement leur rôle. C'est au fil de l'évolution pour pouvoir s'adapter que l'homme a vu l'accroissement de ses capacités cognitives et entre autres le développement de ces deux zones. Le chimpanzé, lui, n'en est pas encore à ce stade-là. Ainsi, malgré la possibilité d'une bonne organisation de leurs organes phonatoires, les animaux ne sont pas capables de parler grâce à un langage articulé, car ne possédant pas les capacités neurologiques suffisantes. On comprend bien pourquoi l'idée folle de greffer des cordes vocales aux animaux n'aboutirait à rien. Les animaux ne savent pas parler, mais certains savent à merveille répéter. Dans ce domaine, le perroquet est le roi, en particulier le perroquet gris du Gabon. On ne compte pas moins de 350 espèces d'oiseaux appelées communément perroquets. Ils appartiennent à la famille des psittaciformes, en particulier les espèces grandes et trapues.
Les espèces de psittaciformes plus effilées sont nommées perruches. Les oiseaux en général, et donc les perroquets, ne possèdent le même appareil phonatoire que les êtres humains. Ils n'ont pas par exemple de corde vocale, mais ils se servent aussi de leur appareil respiratoire comme l'homme pour pouvoir produire du son. Les oiseaux absorbent l'air par le bec qui passe dans la trachée qui se divise vers les bronches principales communiquant avec leurs petits poumons. Lorsqu'ils expirent, l'air repasse par les bronches dont l'intersection forme une cavité appelée le syrinx. C'est cet organe, plus ou moins complexe selon les espèces, qui permet de produire des sons. Il est constitué d'une membrane très souple qui vibre au passage de l'air et peut varier en fonction de son débit que contrôle l'oiseau grâce à sa complexe musculature. Grâce à son syrinx élaboré, certains perroquets possèdent, en plus de la faculté de siffler et de chanter, une impressionnante capacité à imiter et répéter des sons, autant la sonnerie du téléphone que le grincement d'une porte et même la voix humaine. Ce talent est sensiblement lié à ses facultés cérébrales que l'on avait longtemps sous-estimées. Ils comprennent les sons et ont un système nerveux assez élaboré pour pouvoir commander le syrinx et permettre la reproduction du son. Les chercheurs ont aussi, au cours d'expérimentations, découvert des capacités d'apprentissage, de numération et de mémorisation des perroquets. Certains spécimens parviennent à apprendre une centaine de noms d'objets et de 300 mots. Le cas le plus impressionnant fut celui d'Alex, un perroquet gris du Gabon. Alex, ce petit perroquet gris du Gabon, est considéré comme l'oiseau savant. Mort en 2007, à l'âge de 31 ans, il fit l'objet d'une expérience scientifique menée par l'éthologue Irene Pererberg, visant à découvrir les capacités cognitives et d'apprentissage des perroquets. Il est arrivé dans le laboratoire alors qu'il n'était âgé que de 13 mois, pour une espèce dont la longévité peut aller jusqu'à 60 ans en captivité. 13 mois représente le stade bébé et durant 30 ans, et grâce aux méthodes de dressage, il a montré de formidables dons intellectuels. Il pouvait entre autres identifier des objets par leur forme, la forme d'un ballon de football, nombre d'angles, leur couleur, rose, bleu, vert, jaune, orange, gris, leur matière, laine, bois, papier, liège, leur nombre entre 1 et 6, et même pour une centaine par leur nom, clé, bouchon, voiture. Et cela avec un taux de réussite de 80%. Bien loin du hasard. Et tous les soirs, lorsque la chercheuse quittait le laboratoire, Alex avait l'habitude de dire bonsoir, je vais dîner, à demain. En voilà une petite histoire sympa. Voilà ce qui conclut cette vidéo les potos, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis sur ce, quant à moi, je vous retrouve encore tout à l'heure pour une prochaine vidéo.